Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche 12 avril, il est 11 heures, heure que j'ai choisie pour notre rendez-vous quotidien avec Boris Vian. C'est donc parti, vous l'aurez compris, il n'y a pas de jour off, pas de pause pour la poésie, qui est une pause elle-même. Oui, une pause dans ce monde de vitesse, d'efficacité, de productivité. Sans plus tarder, on se lance dans l'écume des jours. On est aujourd'hui à l'épisode 19, chapitres 49, 50 et 51. Petit résumé pour les personnes qui regardent cette vidéo uniquement. Donc depuis plusieurs épisodes, nous étions tremblants au chevet de Chloé. Elle a finalement été opérée et on a pu lui ôter son nénuphar de la poitrine. Le docteur lui enjoint tout de même la prudence. Autour de cet événement principal, la vie continue. Colin, notre héros, époux de Chloé, à court d'argent, a fait comprendre à son cuisinier Nicolas qu'il ne pouvait plus le garder à son service. Et un malheur n'allant jamais seul, l'ami Chick vient de se faire renvoyer de l'étrange usine où il travaillait de manière très injuste. Sans emploi donc, va-t-il pouvoir continuer son étonnante collection des œuvres de Jean Solpartre? L'écume des jours, chapitre 49. Entrez cria le tourneur de disques. Il regarda vers la porte, c'était Chick. Bonjour, dit Chick. Je reviens vous voir pour ces enregistrements que je vous avais apportés. Je récapitule, dit l'autre. Pour les 30 faces, confection des outils, gravure au pantographe de 20 exemplaires numérotés de chaque face, ça vous fait l'un dans l'autre 108 doublesons. Je vous les laisse à 105. Voilà, dit Chick, j'ai un chèque de 110 doublesons, je vous l'endosse et rendez-moi 5 doublesons. D'accord, dit le tourneur de disques. Il ouvrit son tiroir et donna à Chick un billet de 5 doublesons tout neuf. Les yeux de Chick s'éteignaient dans sa figure. Chapitre 50. Isis descendit. Ah, Isis. Nicolas conduisait la voiture. Il regarda sa montre et la suivit des yeux tandis qu'elle pénétrait dans la maison de Colin et de Chloé. Il avait un uniforme neuf de gabardine blanche et une casquette de cuir blanc. Il était rajeuni, mais son expression inquiète trahissait un désarroi profond. L'escalier diminuait brusquement de largeur à l'étage de Colin et Isis pouvaient toucher à la fois la rampe et la paroi froide sans écarter les bras. Le tapis n'était plus qu'un léger duvet qui couvrait à peine le bois. Elle atteignit le palier, haleta un peu et sonna. Personne ne vint ouvrir. Il n'y avait aucun bruit dans l'escalier, sinon de temps à autre un léger craquement suivi d'un éclaboussement humide lorsqu'une marche se détendait. Isis sonna de nouveau. Elle percevait de l'autre côté de la porte le léger frisson du marteau d'acier sur le métal. Elle secoua un peu la porte qui s'ouvrit d'un coup. Elle entra et trébucha sur Colin. Il reposait, allongé par terre, la figure sur le sol, de côté et les bras en avant. Ses yeux étaient fermés. Dans l'entrée, il faisait sombre. Autour de la fenêtre, on voyait un halo de clarté qui ne pénétrait pas. Il respirait doucement. Il dormait. Isis se baissa, s'agenouilla près de lui et lui caressa la joue. Sa peau frémit légèrement et ses yeux bougèrent sous ses paupières. Il regarda Isis et parut se rendormir. Isis le secoua un peu. Il s'assit, passa la main sur sa bouche et dit « Je dormais. »« Oui, dit Isis. Tu ne dors plus dans ton lit ?»« Non, dit Colin, je voulais rester là pour attendre le docteur et aller chercher des fleurs. » Il avait l'air complètement désorienté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Isis. « Chloé, dit Colin, elle tousse de nouveau. »« C'est un peu d'irritation qui reste, dit Isis. »« Non, dit Colin, c'est l'autre poumon. » Isis se leva et courut vers la chambre de Chloé. Le bois du parquet giclait sous ses pas. Elle ne reconnaissait pas la chambre. Sur son lit, Chloé, la tête à demi cachée dans l'oreiller, toussait, sans bruit mais sans interruption. Elle se redressa un peu en entendant Isis entrer et reprit haleine. Elle eut un faible sourire quand Isis s'approcha d'elle, s'assit sur le lit et la prit dans ses bras comme un bébé malade. « Tousse pas, ma Chloé, murmura Isis. « Tu as une jolie fleur, dit Chloé dans un souffle, en respirant le gros œillet rouge piqué dans les cheveux d'Isis. Ça fait du bien, ajouta-t-elle. Tu es encore malade, dit Isis. C'est l'autre poumon, je crois, dit Chloé. Mais non, dit Isis, c'est le premier qui te fait encore un peu tousser. Non, dit Chloé. Où est Colin ?
Il est parti me chercher des fleurs? Il va venir, dit Isis. Je l'ai rencontré. A-t-il de l'argent? Ajouta-t-elle. Oui, dit Chloé. Il en a encore un peu. À quoi ça sert? Ça n'empêche rien. Tu as mal? Demanda Chloé. Tiens, ça doit être une erreur, ça, parce que c'est Isis qui parle. Oui, dit Chloé, mais pas beaucoup. La chambre a changé, tu vois. Je l'aime mieux comme ça, dit Isis. C'était trop grand avant. Comment sont les autres chambres? Dit Chloé. Oh, bien, dit Isis évasivement. Elle se rappelait encore la sensation du parquet froid comme un marécage. Ça m'est égal que ça change, dit Chloé, du moment qu'il fait chaud et que ça reste confortable. Sûr, dit Isis. C'est plus gentil, un petit appartement. La souris reste avec moi, dit Chloé. Tu la vois là-bas dans le coin? Je sais pas ce qu'elle fabrique. Elle voulait plus aller dans le couloir. Oui, dit Isis. Donne encore ton œillet, dit Chloé. Ça fait du bien. Isis le détacha de sa chevelure et le donna à Chloé, qui l'approcha de ses lèvres et le respira à longs traits. Comment va Nicolas? dit-elle. Bien, dit Isis, mais il n'est plus gai comme avant. Je t'apporterai d'autres fleurs quand je reviendrai. Je l'aimais bien, Nicolas, dit Chloé. Tu ne vas pas l'épouser? Je ne peux pas, murmura Isis. Je ne suis pas à sa hauteur. Ça ne fait rien, dit Chloé. S'il t'aime. Mes parents n'osent pas lui en parler, dit Isis. Oh. L'œillet blêmissait soudain, se fripa, parut se dessécher. Il tombait maintenant en fine poussière sur la poitrine de Chloé. Oh, dit Chloé à son tour. Je vais tousser encore, tu as vu? Elle s'interrompit pour porter la main à sa bouche. Une quinte violente la ressaisit. C'est cette chose que j'ai qui les fait toutes mourir, balbutia-t-elle. Ne parle pas, dit Isis, ça n'a aucune importance. Colin va en rapporter. Le jour était bleu dans la chambre et presque vert aux angles. Il n'y avait pas encore trace d'humidité et le tapis restait assez haut, mais une des 4 fenêtres carrées se fermait presque complètement. Isis entendit le bruit humide des pas de Colin dans l'entrée. Le voilà, dit-elle, il t'en apporte sûrement. Colin apparut, il avait une grosse gerbe de lilas dans les bras. Tiens, ma Chloé, dit-il, prends-les. Elle tendit les bras. Tu es gentil, mon chéri, dit-elle. Elle posa le bouquet sur le second oreiller, se tourna sur le côté et enfouit sa figure dans les grappes blanches et sucrées. Isis se levait. Tu t'en vas? dit Colin. Oui, dit Isis, on m'attend. Je reviendrai avec des fleurs. Tu serais gentil de venir demain matin, dit Colin. Il faut que j'aille chercher du travail et je ne veux pas la laisser toute seule avant d'avoir revu le docteur. Je viendrai, dit Isis. Elle se pencha un peu avec précaution et elle embrassa Chloé sur sa joue tendre. Chloé leva la main et caressa la figure d'Isis, mais elle ne tourna pas la tête. Elle respirait avidement le parfum des lilas qui se déroulaient en volutes lentes autour de ses cheveux brillants. Chapitre 51. Colin cheminait péniblement le long de la route. Elle s'enfonçait de biais entre des levées de terre surmontées de dômes de verre qui prenaient au jour un éclat glauque et incertain. De temps à autre, il levait la tête et lisait les plaques pour s'assurer qu'il avait pris la bonne direction, et il voyait alors le ciel, rayé, transversalement, de marron sale et de bleu. Loin devant lui, il pouvait apercevoir au-dessus des talus les cheminées alignées de la serre principale. Il avait dans sa poche le journal dans lequel on demandait des hommes de 20 à 30 ans pour préparer la défense du pays. Il marchait le plus vite possible, mais ses pieds enfonçaient dans la terre chaude qui, partout, reprenait lentement possession des constructions et de la route. On ne voyait pas de plantes, surtout de la terre, en blocs uniformes, amoncelés des deux côtés, formant des remblais rapides en équilibre instable, et parfois une lourde masse oscillait, roulait le long du talus et s'abattait mollement sur la surface du chemin. À certains endroits, les remblais s'abaissaient et Colin distinguait, à travers les vitres troubles des dômes, des formes bleu sombre qui s'agitaient vaguement sur un fond plus clair. Il pressa le pas, arrachant ses pieds des trous qu'il formait dans le sol. La terre se resserrait aussitôt comme un muscle circulaire, et il ne subsistait qu'une faible dépression à peine marquée. Elle s'effaçait presque immédiatement. Les cheminées se rapprochaient. Colin sentait son cœur virer dans sa poitrine comme une bête enragée. Il serra le journal à travers l'étoffe de sa poche. Le sol glissait et se dérobait sous ses pieds, mais il enfonçait moins,
et la route durcissait perceptiblement. Il aperçut la première cheminée près de lui, fichée en terre comme un pal. Des oiseaux foncés tournaient autour du sommet d'où s'échappait une mince fumée verte. À la base de la cheminée, un renflement arrondi assurait sa stabilité. Les bâtiments commençaient un peu plus loin. Il n'y avait qu'une porte. Il entra, gratta ses pieds sur une grille luisante aux lames acérées et suivit un couloir bas, bordé par des lampes à lumière pulsée. Le carrelage était de briques rouges, et la partie supérieure des murs était, ainsi que le plafond, garnie de plaques de verre de plusieurs centimètres d'épaisseur, à travers lesquelles on entrevoyait des masses sombres et immobiles. Tout au bout du couloir, il y avait une porte. Elle portait le numéro indiqué dans le journal, et il entra sans frapper, comme le recommandait l'annonce. Un vieil homme en blouse blanche, les cheveux embroussaillés, lisait un manuel derrière son bureau. Des armes variées pendaient au mur, des jumelles brillantes, des fusils à feu, des lance-morts de divers calibres, et une collection complète d'arrache-cœurs de toutes les tailles. « Bonjour, monsieur, dit Colin. « Bonjour, monsieur, dit l'homme. Sa voix était cassée et épaissie par l'âge. « Je viens pour l'annonce, dit Colin. « Ah, dit l'homme. Voilà un mois qu'elle passe sans résultat. C'est un travail assez dur, vous savez. »« Oui, dit Colin, mais c'est bien payé. »« Mon Dieu, dit l'homme. Cela vous use, voyez-vous, et cela ne vaut peut-être pas le prix, mais ce n'est pas à moi de dénigrer mon administration. D'ailleurs, vous voyez que je suis encore en vie. »« Vous travaillez depuis longtemps, dit Colin. »« 1 an, dit l'homme. J'ai 29 ans. » Il passa une main ridée et tremblante à travers les plis de son visage. « Et maintenant je suis arrivé, voyez-vous, je peux rester à mon bureau et lire le manuel toute la journée. »« J'ai besoin d'argent, dit Colin. »« Cela est fréquent, dit l'homme. Mais le travail vous rend philosophe. Au bout de 3 mois, vous en aurez moins besoin. »« C'est pour soigner ma femme, dit Colin. »« Ah, oui, dit l'homme. Elle est malade, expliqua Colin. Je n'aime pas le travail. »« Je regrette pour vous, dit l'homme. Quand une femme est malade, elle n'est plus bonne à rien. »« Je l'aime, dit Colin. »« Sans doute, dit l'homme. Sans ça, vous ne voudriez pas travailler. Je vais vous indiquer votre poste. C'est à l'étage au-dessus. » Il guida Colin à travers des passages nets, aux voûtes surbaissées et des escaliers de briques rouges jusqu'à une porte voisine d'autres portes qui était marquée d'un symbole. « Voilà, dit l'homme. Entrez, je vais vous expliquer le travail. » Colin entra. La pièce était petite, carrée. Les murs et le sol étaient de verre. Sur le sol reposait un gros massif de terre en forme de cercueil, mais très épais, 1 mètre au moins. Une lourde couverture de laine était roulée à côté par terre. Aucun meuble. Une petite niche pratiquée dans le mur renfermait un coffret de fer bleu. L'homme alla vers le coffret et l'ouvrit. Il en retira 12 objets brillants et cylindriques avec un trou au milieu, minuscule. « La terre est stérile, vous savez ce que c'est, dit l'homme. Il faut des matières de premier choix pour la défense du pays. Mais pour que les canons de fusil poussent régulièrement et sans distorsion, on a constaté depuis longtemps qu'il faut de la chaleur humaine. Pour toutes les armes, c'est vrai, d'ailleurs. »« Oui, dit Colin. »« Vous pratiquez 12 petits trous dans la terre, dit l'homme, répartis au milieu du cœur et du foie, et vous vous étendez sur la terre après vous être déshabillé. Vous vous recouvrez avec l'étoffe de laine stérile qui est là, et vous vous arrangez pour dégager une chaleur parfaitement régulière. » Il eut un rire cassé et se tapa la cuisse droite. « J'en faisais 14 les 20 premiers jours de chaque mois. Ah, j'étais fort. »« Alors, demanda Colin. Alors vous restez comme ça 24 heures, et au bout de 24 heures, les canons de fusil ont poussé. On vient les retirer. On arrose la terre d'huile et vous recommencez. »« Ils poussent vers le bas, dit Colin. »« Oui, c'est éclairé en dessous, dit l'homme. Ils ont un phototropisme positif, mais ils poussent vers le bas parce qu'ils sont plus lourds que la terre. Alors on éclaire surtout en dessous pour ne pas qu'il y ait de distorsion. »« Et les rayures, dit Colin. »« Ceux de cette espèce-là poussent tout rayés, dit l'homme. Ce sont des graines sélectionnées. »« À quoi servent les cheminées ? Demanda Colin. »« C'est pour l'aération, dit l'homme, et la stérilisation des couvertures et des bâtiments. Ce n'est pas la peine de prendre des précautions spéciales, car c'est fait très énergiquement. »« Ça ne marche pas avec une chaleur artificielle, dit Colin. »« Mal, dit l'homme. Il leur faut la chaleur humaine pour bien grandir. »« Vous employez des femmes ? Dit Colin. »« Elles ne peuvent pas faire le travail, dit l'homme. Elles n'ont pas la poitrine assez plate pour que la chaleur se répartisse bien. Je vais vous laisser travailler. »« Je gagnerai bien 10 doubleçons par jour, dit Colin. »« Certainement, dit l'homme, et une prime si vous dépassez 12 canons. » Il quitta la pièce et ferma la porte. Colin tenait les 12 graines dans sa main. Il les posa à côté de lui et commença à se déshabiller. Il avait les yeux fermés et ses lèvres tremblaient de temps en temps. Colin est parti pour faire pousser des armes.
Nous verrons ça, s'il s'en sort, au chapitre 52 demain. En attendant, très bon dimanche.